Dans l'immensité rouge du Sahel, un événement inattendu a secoué la région. Ce n'est pas une invasion militaire, mais une résistance silencieuse. Les hommes de la patrie, armés de conviction et d'espoir, ont pris les devants. Ibrahim Traoré et les forces de défense volontaire, ou VDP, ont démontré que la liberté ne se donne pas, elle se conquiert. Loin des discours diplomatiques et des manœuvres militaires étrangères, ce sont des civils, des agriculteurs, armés de leur foi et de leurs terres, qui ont pris le contrôle. L'issue de ce combat pourrait bien changer l'équilibre géopolitique du Sahel. Ce récit n'est pas seulement l'histoire d'une embuscade réussie à Canaries, c'est une démonstration de ce que devient un territoire lorsque ceux qui l'habitent refusent de se considérer comme des cibles. Derrière l'opération Python Rouge, une promesse implicite apparaît. Si des citoyens ordinaires peuvent détecter, intercepter et neutraliser un convoi armé en pleine zone sahélienne, alors la définition même de souveraineté s'en trouve déplacée. La valeur centrale de cette enquête est simple: comprendre comment un groupe sans chars, sans soutien extérieur et sans rang militaire a pu stopper une progression que des forces mieux équipées n'avaient pas anticipée. Le bénéfice pour le lecteur réside dans une clé d'analyse: identifier les mécanismes invisibles, coordination spontanée, lecture du terrain, mémoire communautaire, qui permettent à des communautés rurales de créer un effet stratégique disproportionné. Un micro-hook s'impose alors. Si cet équilibre fragile repose sur des volontaires, que se passe-t-il quand la pression augmente dans toute l'alliance AES? L'histoire de l'attaque contre le convoi n'a pas commencé sur un champ de bataille. Elle a pris forme dans le crépuscule du Sahel où des fermiers devenus soldats ont observé silencieusement l'avancée d'un danger imminent. Ce n'était pas une simple attaque, mais une manœuvre contre une idée: celle de la domination extérieure sur un territoire considéré comme instable. Lorsque le convoi de militants a été intercepté, l'issue de cette rencontre n'a pas été laissée au hasard. Ibrahim Traoré et ses hommes ont défini leur propre guerre, façonnée par des choix précis et des connaissances du terrain qui ne se retrouvent pas dans les manuels militaires. La dimension de cette résistance réside dans un paradoxe frappant: des agriculteurs, munis de fusils de fortune, ont paré des assauts mieux équipés avec des moyens rudimentaires. Mais ce que le monde ignore souvent, c'est la longue préparation qui a précédé cette confrontation. Des années de négligence, d'absence d'infrastructures et de surveillance ont formé un terreau fertile pour un changement radical. L'impact de cet acte est d'autant plus marquant quand on comprend qu'il représente plus qu'une simple victoire tactique. Il incarne un changement de paradigme pour les communautés locales et peut-être pour toute la région. Cette réussite montre un aspect peu mis en lumière: la réinvention du concept de résistance face à l'oppression. Plutôt que d'être une force extérieure imposition, ce combat est enraciné dans la terre, dans la mémoire collective des habitants qui, après des siècles de domination, ont décidé de réécrire les règles. Si la victoire sur ce convoi semble anodine au premier abord, elle s'inscrit dans un processus plus large qui pourrait bien redéfinir la lutte pour l'autodétermination dans le Sahel. Le retournement de situation est d'autant plus notable qu'il n'a pas seulement pris place sur le champ de bataille, mais également dans l'esprit des habitants, qui ont compris une vérité plus vaste: leur liberté n'attendait plus qu'une seule chose: qu'ils se battent pour elle. La force motrice derrière cette opération n'était pas une armée conventionnelle, mais une poignée de volontaires locaux, issus de la même terre qu'ils défendaient. Parmi eux, Amadou, un agriculteur devenu soldat, incarne parfaitement le changement de mentalité qui a secoué cette région du Sahel. Mon père s'est battu pour l'indépendance, il est mort avant de pouvoir l'avoir, a-t-il dit après la bataille. Aujourd'hui, je me bats pour la même chose, pour finir ce qu'il a commencé. Ces paroles, prononcées dans le silence d'un champ de bataille,
portent en elles l'essence de cette résistance, la transmission d'un héritage, non pas de soumission, mais de lutte pour l'autodétermination. L'impact immédiat de leur action a été bien plus qu'une simple victoire tactique. En capturant ce convoi, les VDP, volontaires pour la défense de la patrie, ont brisé un tabou et ont montré que même les plus faibles peuvent se défendre contre des forces extérieures. Ce n'était pas un acte de vengeance, mais de réaffirmation de la souveraineté. Cette résistance n'était pas une simple démonstration de force, elle a créé un précédent. Elle a mis en lumière la capacité de ces populations à se défendre et à influencer le cours des événements. Cependant, ce succès a eu des répercussions au-delà de la région de Canaries. Il a attiré l'attention des analystes internationaux qui ont commencé à réévaluer le rôle croissant des forces locales dans la lutte contre l'extrémisme et la domination étrangère. En repoussant l'ennemi dans les conditions les plus difficiles, ces hommes ont prouvé que le Sahel ne se laisserait pas plier sous le joug de l'oubli ou de l'indifférence. Le Sahel, longtemps considéré comme une région instable et ignorée, a vu son paysage bouleversé par des événements d'une intensité inattendue. Tout a commencé à Canaries, un petit village situé en périphérie, où un convoi de militants a été intercepté par un groupe de défenseurs locaux, les Volontaires pour la défense de la patrie, VDP. L'opération, baptisée Python Rouge, ne ressemblait à aucune autre menée dans la région. Il ne s'agissait pas d'une confrontation ordinaire entre une armée régulière et des insurgés. Non, cette bataille a eu lieu entre des civils transformés en défenseurs et un ennemi qui s'attendait à une résistance beaucoup plus faible. La scène était d'abord marquée par le silence du matin, les habitants cachés derrière des termitières et des crêtes rocheuses, attendant patiemment l'arrivée du convoi. Les VDP, armés de fusils, n'étaient ni des soldats professionnels ni des paramilitaires entraînés. Ce n'étaient que des hommes et des femmes ordinaires, mais leur détermination était sans égale. Dès qu'ils ont repéré le convoi, ils ont entamé leur mouvement avec une précision quasi militaire, encerclant les véhicules ennemis. Ce qui se produisit ensuite fut un tournant. Les militants, surpris par la rapidité et l'efficacité de l'attaque, ont tenté de fuir, mais les routes étaient déjà coupées par les VDP. En quelques minutes, la situation a basculé. Le convoi a été stoppé, les militants capturés et leurs fournitures, donc des armes et des médicaments, ont été récupérés. Cependant, le plus surprenant n'était pas la capture du matériel, mais la façon dont les VDP ont agi. Ils ne cherchaient pas à se venger, mais à défendre leurs terres, leurs familles et leur dignité. Au-delà de la tactique, c'est une histoire de volonté. Les VDP avaient été formés non pas dans des casernes, mais sur le terrain, dans la poussière des champs. Ils savaient lire le vent, les changements dans l'atmosphère, et détecter un danger bien avant qu'il ne se présente. Ce n'était pas la technologie avancée qui les avait aidés, mais leur connaissance intime du territoire. Leur victoire n'a pas seulement stoppé l'avancée des militants, elle a aussi eu un impact plus large, envoyant un message fort aux forces extérieures. Nous, les habitants du Sahel, sommes capables de défendre notre propre souveraineté. L'écho de cet événement a rapidement traversé les frontières du Burkina Faso. À l'international, certains analystes ont qualifié cet acte de rébellion populaire, d'autres de résistance civile. Mais pour les habitants de Canaries, cela n'avait pas d'importance. Ce qui comptait, c'était le sentiment d'avoir repris le contrôle de leur destin. Les VDP n'étaient pas des héros au sens traditionnel, mais ils sont devenus des symboles de ce que pouvait accomplir une communauté unie. Peu après cet incident, une contre-offensive des militants, surnommée Vengeance du Python, a été lancée. Ce groupe de terroristes, déjà déstabilisés par leur échec à Canaries, espérait reprendre le terrain perdu. Mais le climat avait changé. Les communautés locales, désormais plus soudées, étaient prêtes à riposter.
Ce qui avait commencé comme une bataille isolée est devenu un tournant dans la guerre invisible qui se déroule depuis des années au Sahel. Une guerre qui n'était plus seulement menée avec des armes, mais aussi avec la volonté, la conviction et l'unité des peuples. L'écart entre les capacités matérielles des VDP et celles des groupes armés est immense. Pourtant, le résultat observé sur le terrain évoque un renversement inattendu. La baseline du rapport local décrit un convoi entier neutralisé en moins d'une heure, une donnée rare dans les opérations irrégulières du Sahel. Ce chiffre met en lumière une rapidité d'action inhabituelle. La delta correspondante, visible dans la réaction en chaîne qui a suivi, montre comment cette interception a déclenché une dynamique nouvelle, poussant les militants à tenter une contre-offensive nocturne. Ces 60 minutes condensent l'efficacité de plusieurs années d'adaptation silencieuse. Un second repère quantifiable dans la source est la mention du déplacement des survivants vers Vala après quelques heures. Ce délai, bien qu'indéterminé, signale une transition rapide entre interception, sécurisation et transfert. La temporalité courte indique que la coordination locale a atteint une maturité opérationnelle que les observateurs extérieurs avaient sous-estimée. 12 mots suffisent pour clarifier ce point. La vitesse de transfert montre une chaîne décisionnelle déjà fonctionnelle. Un troisième élément chiffré apparaît lorsque la brigade d'intervention rapide intervient à Cumbri. L'assaut démarre à minuit et se conclut à midi. Cette plage temporelle de 12 heures couvre un cycle complet où l'action, la contraction et la neutralisation finale se succèdent sans rupture majeure. Cela illustre la capacité des forces nationales à maintenir une pression constante sur un terrain saturé de risques. Le nombre lui-même traduit une endurance significative. 12 heures suffisent pour révéler une discipline rarement observée dans des unités confrontées à des menaces asymétriques. Ces trois données, moins d'une heure, quelques heures, 12 heures, forment un triangle temporel qui structure la compréhension de cette opération. Elle montre comment les acteurs locaux ne réagissent pas seulement à des menaces, mais anticipent des mouvements, coupent des lignes de fuite et s'adaptent en temps réel. La source précise que les militants ont tenté de fuir vers les collines, mais chaque route avait déjà été fermée. Cette fermeture préalable indique une lecture fine du territoire et de ses issues naturelles. Elle indique également l'intégration d'une logique de prévention plutôt que d'une logique de poursuite. La description détaillée du drone abattu au Mali renforce cette idée. Un fermier, armé uniquement du fusil hérité de son père, abat l'appareil sans soutien extérieur. Ce n'est pas un exploit technologique, mais un indice supplémentaire d'une évolution stratégique. Les populations rurales comprennent désormais la nature polymorphe du conflit. L'identification de l'épave, suivie de la découverte des unités de contrôle encore chaudes, illustre une boucle opérationnelle qui combine instinct, géographie et observation. Ces paramètres, bien que non chiffrés, s'articulent autour des trois repères temporels déjà cités. Dans cette séquence élargie, Ibrahim Traoré apparaît comme une figure structurante, non par présence directe dans l'événement, mais par l'effet de son impulsion sur l'organisation locale. Les actions enregistrées dans la source reflètent un mouvement plus vaste, voulu ou non, où les communautés rurales deviennent les premières sentinelles de leur propre souveraineté. Les chiffres rapportés servent alors moins à mesurer un succès qu'à comprendre une mutation. L'interception en moins d'une heure, le transfert en quelques heures, puis l'assaut nocturne résolu en 12 heures. Ces marqueurs décrivent un Sahel qui ne subit plus la temporalité imposée, mais impose désormais son propre rythme. Le débat autour des opérations menées au Sahel fait émerger deux positions opposées, chacune solidement ancrée dans les lectures disponibles du terrain. La première soutient que les initiatives locales, incarnées par les volontaires pour la défense de la patrie, reposent sur un volontarisme admirable mais insuffisant face à des groupes armés dotés d'équipements sophistiqués
et d'un soutien clandestin étranger. Selon cette perspective, l'absence de formation militaire formelle et de soutien institutionnel rend ces unités vulnérables à l'usure, surtout dans un environnement où chaque erreur peut coûter un village entier. Les critiques de cette école de pensée évoquent la répétition des attaques, la persistance des drones inconnus et la présence discrète d'instructeurs étrangers pour renforcer leurs arguments. La seconde position affirme au contraire que ces forces communautaires représentent précisément ce qui manque aux stratégies sécuritaires traditionnelles: une connaissance intime du terrain, une capacité d'anticipation fondée sur la mémoire collective et une motivation enracinée dans la survie même des villages. Cette vision s'appuie sur plusieurs épisodes décrits dans la source. L'interception du convoi à Canaries a montré comment des agriculteurs, dépourvus de chars ou de soutien extérieur, ont neutralisé une progression organisée en exploitant leur maîtrise du territoire. L'embuscade de Cumbrie, menée par la brigade d'intervention rapide, illustre également la cohérence tactique croissante entre unités nationales et volontaires locaux. Ces événements reflètent un changement de rapport de force où l'expertise communautaire devient un avantage stratégique. Entre ces deux lectures, un point central émerge: la présence d'acteurs extérieurs dont les objectifs diffèrent des besoins locaux. Le drone abattu au Mali, suivi de la découverte d'instructeurs étrangers opérant depuis une tente dissimulée, confirme l'existence d'interférences qui dépassent le cadre du conflit. Cette donnée réduit la pertinence de l'argument selon lequel les communautés seraient trop faibles. Elle souligne plutôt qu'elles sont devenues des obstacles à des agendas invisibles. Face à ces positions, la synthèse la plus solide s'appuie sur le constat suivant: lorsque les communautés et les unités nationales alignent leurs actions, l'efficacité augmente et les failles se réduisent. La source montre que cette dynamique n'est plus théorique, elle est désormais observable, mesurable et, pour certains acteurs extérieurs, dérangeante. L'histoire du Sahel a pris un tournant lors de l'incident de Canaries, mais le véritable bouleversement est survenu lorsque les militants ont tenté de reprendre le contrôle avec une contre-offensive en Cumbrie. Ce qui semblait être une simple escarmouche est devenu une démonstration de résilience. Les forces locales, n'étant pas équipées pour une confrontation directe avec des groupes armés mieux préparés, ont utilisé leur connaissance du terrain pour tendre une embuscade imparable. Leur réussite n'était pas due à la force brute, mais à la précision de leur réponse. À ce moment précis, le paysage du Sahel n'était plus défini par une succession d'affrontements, mais par une lutte pour le contrôle de la narration. La bataille qui se déroulait ne concernait plus uniquement les forces en présence, mais le pouvoir de définir la souveraineté et la légitimité. La défaite des militants a résonné bien au-delà des champs de bataille. Ce n'était plus une question de simples armes, mais de l'élan et de la solidarité des communautés qui se battaient pour leur liberté et leur futur. Ce retournement inattendu dans la guerre du Sahel est le premier signe tangible que la région, longtemps perçue comme dévastée et vulnérable, est en train de redéfinir ses propres règles du jeu. L'impact immédiat de l'interception du convoi à Canaries et de la contre-offensive à Cumbrie ne s'est pas limité aux seuls acteurs locaux, mais a eu des répercussions profondes sur 4 groupes clés dans le Sahel: les populations locales, les groupes armés, les États voisins et la communauté internationale. Pour ce qui concerne les populations locales, l'événement a renforcé la cohésion et la détermination des communautés. Ce ne sont plus des civils pris au piège dans un conflit qu'ils ne comprennent pas, mais des acteurs qui influencent désormais le cours des événements. La victoire à Canaries a inspiré une nouvelle vague de mobilisation parmi les habitants du Sahel, qui voient désormais leur capacité collective comme un atout stratégique. Ce changement de mentalité s'étend également aux femmes et aux jeunes, qui prennent de plus en plus une part active dans les initiatives locales de défense. En ce qui touche les groupes armés,
L'impact sur les groupes militants a été significatif. Ils ont été contraints de revoir leur approche. Non seulement leur avance a été stoppée, mais le fait même d'être mis en échec par des paysans armés d'armes rudimentaires a sapé leur autorité et leur morale. Les militants ont tenté de riposter, mais leur incapacité à reconquérir des territoires comme celui de Cumbrie illustre leur vulnérabilité face à une résistance inattendue et déterminée. Cette défaite a aussi semé la discorde parmi leurs rangs, perturbant leur stratégie future. Quant aux États voisins, l'attaque à Canaries et l'intervention rapide des VDP ont attiré l'attention des États voisins, en particulier ceux du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Ces pays, confrontés à une menace similaire, ont commencé à collaborer plus étroitement, tant au niveau militaire qu'intelligence. La victoire locale a permis de tester des méthodes de défense communautaires et de les intégrer dans des stratégies nationales. Cette collaboration pourrait marquer un tournant dans la lutte régionale contre l'extrémisme en mettant l'accent sur les réponses locales et l'autodéfense. Enfin, en ce qui concerne la communauté internationale, à l'échelle internationale, les événements ont fait naître un malaise dans les cercles diplomatiques et militaires. Si certains analystes ont pris acte de l'efficacité des VDP, d'autres ont exprimé des préoccupations concernant l'escalade des conflits locaux et la difficulté de maintenir une stabilité régionale sans une solution politique. Les puissances étrangères, qui ont souvent imposé leur stratégie de sécurité, sont désormais confrontées à la réalité d'une guerre menée non seulement avec des armes, mais aussi avec une volonté de se réapproprier des récits géopolitiques. La question de la souveraineté du Sahel, longtemps perçue comme une zone tampon dans les débats géopolitiques mondiaux, prend une tournure différente, celle d'un Sahel qui se redéfinit de l'intérieur. Au final, cet enchaînement d'événements marquait un tournant dans la guerre du Sahel, pas simplement en termes de victoire militaire, mais en modifiant la perception de ce que signifie être un acteur souverain dans ce contexte complexe. Les conséquences de ces batailles vont bien au-delà du terrain militaire. Elles redéfinissent la manière dont la souveraineté, l'autodétermination et la résistance sont perçues à l'échelle locale, nationale et internationale. Les événements de Canaries puis de Cumbrie, suivis de la découverte d'instructeurs étrangers opérant discrètement au Mali, offrent un matériau solide pour envisager 3 trajectoires possibles au cours des 12 prochains mois dans le Sahel. Ces trajectoires ne reposent pas sur des spéculations externes, mais sur les dynamiques visibles dans la source. Montée en puissance des communautés rurales, ripostes militantes répétées et interférences étrangères masquées par des récits diplomatiques ambigus. Dans un premier scénario que l'on pourrait qualifier de consolidation prudente, dans ce scénario, les communautés locales poursuivent leur organisation autour des VDP et des brigades nationales. Les opérations comme celle de Canaries deviennent plus régulières mais restent localisées. Les tentatives d'incursions ennemies continuent, mais leur intensité diminue en raison de la perte de matériel, de la désorganisation interne et de la lassitude de leurs combattants. Les États de l'alliance AES renforcent donc leur coopération, notamment sur le partage d'informations, comme illustré par la cartographie du signal du drone abattu. Ce scénario stabilise légèrement la région sans modification majeure du rapport de force international. Dans un second scénario, plus optimiste et orienté vers une souveraineté élargie, dans cette trajectoire, l'élan né à Canaries s'amplifie. Les villages structurent mieux leur chaîne d'alerte, leurs patrouilles et leur capacité d'interception. Les États membres de l'AES accélèrent leur coordination militaire, ce qui réduit significativement la capacité des groupes armés à réapparaître. La chute du drone puis la découverte des instructeurs étrangers deviennent un catalyseur politique,
ouvrant un débat régional sur les formes cachées d'ingérence. Le Sahel, pour la première fois depuis longtemps, impose son propre récit. Les communautés rurales passent du statut de gardienne locale à celui d'actrice d'une souveraineté assumée. Dans un troisième scénario, marqué par une pression extérieure accrue, ce scénario repose sur une intensification de la guerre de l'information. Après chaque avancée des forces de l'AES, des récits internationaux multiplient les accusations de désordre, comme évoqué dans la source. Les groupes armés tentent de capitaliser sur cette confusion pour lancer de nouvelles contre-offensives. Les acteurs étrangers, déjà impliqués dans les opérations de drones, cherchent à remodeler leur présence à travers des discours humanitaires ou sécuritaires. Les communautés locales se retrouvent alors sous double pression: la menace directe du terrain et la menace narrative qui déforme leurs actions. Ce qui se passe dans le Sahel aujourd'hui dépasse largement le cadre d'une simple lutte armée. Il s'agit d'une redéfinition de ce que signifie être un acteur dans un conflit mondial. Les événements de Canaries et de Cumbri montrent que ce n'est pas seulement la capacité à porter des armes qui fait la différence, mais la volonté et la solidarité des peuples à résister. Pour ceux qui suivent l'actualité de cette région, il devient évident que la lutte pour la souveraineté n'est pas seulement militaire, elle est aussi culturelle et politique. Ce combat est d'autant plus pertinent aujourd'hui car il met en lumière une vérité souvent ignorée par les grandes puissances. Les communautés locales du Sahel ne sont pas des spectateurs passifs dans ce conflit. Ce sont des acteurs actifs qui, dans un contexte mondial où les enjeux géopolitiques sont de plus en plus marqués, redéfinissent leur place. La résistance n'est pas là seulement une question de confrontation directe avec les groupes armés, elle touche aussi les mécanismes invisibles de l'ingérence internationale, de la manipulation médiatique et de la pression économique. Lorsque les militants ont été stoppés à Canaries, cela a été plus qu'une simple victoire militaire. C'était une démonstration du pouvoir de l'organisation communautaire et de l'engagement local. Le Sahel, longtemps perçu comme un simple terrain de conflit, se révèle aujourd'hui être un champ de bataille pour la définition de la souveraineté et de l'autodétermination. Pour le spectateur international, cela soulève une question fondamentale. Jusqu'où les peuples du Sahel iront-ils pour défendre leur avenir face à des forces qui veulent encore façonner leur destin? Une question qui dépasse les frontières et résonne jusque dans les salons des grandes puissances mondiales. La séquence d'événements rapportés dans la source révèle que la souveraineté ne peut être renforcée que si les communautés locales, les unités nationales et les décideurs politiques avancent de manière coordonnée. Ibrahim Traoré, dont l'influence s'étend surtout par l'élan organisationnel qu'il a instauré, apparaît comme l'une des clés pour structurer cette progression. Les actions visibles dans la source permettent d'identifier un cadre en 4 étapes. 1. Renforcer la surveillance communautaire. Les villages du Sahel ont montré qu'ils savent détecter la menace avant qu'elle n'apparaisse pleinement. Le rôle des VDP doit être clarifié. Patrouille régulière, rotation des veilleurs et partage structuré des signaux. Cette étape peut être mesurée par la rapidité de détection des incursions, comme celle ayant précédé l'interception du convoi à Canaries. 2. Formaliser le relais entre communautés et brigades nationales. L'embuscade de Cumbri prouve qu'une coordination fluide réduit l'initiative des groupes armés. Des points de contact doivent être établis avec horaires définis et protocoles standardisés. La réussite se mesure au délai entre alerte et intervention, un indicateur déjà présent dans les quelques heures observées grâce après aux Canaries. 3. Exposer systématiquement les interférences extérieures. Le drone abattu et la découverte d'instructeurs étrangers cachés dans une tente doivent servir de modèle méthodologique. Cartographier les signaux, documenter les appareils et transmettre les données localement devient essentiel. L'efficacité s'évalue
au nombre de récits contredisant les versions diplomatiques minimisant ces incidents. 4. Consolidation du récit souverain. Les habitants ont compris que la guerre n'est pas seulement militaire, mais narrative. Les vidéos locales, les témoignages, les enregistrements de terrain doivent être préservés et diffusés. L'impact se mesure à la capacité des communautés à imposer leur version face au discours extérieur. Ces étapes répondent à la question ouverte plus tôt. Comment pérenniser des victoires obtenues par instinct et solidarité? En les transformant en méthode. La scène de la victoire à Canaries, où des fermiers armés de fusils ont intercepté un convoi armé, restera gravée comme un symbole du courage pur. Mais cette victoire n'est pas la fin de l'histoire, c'est le commencement d'une nouvelle ère pour le Sahel. Ibrahim Traoré, même s'il n'est pas présent dans chaque bataille, incarne le mouvement qui a donné à ces hommes et femmes la force de défendre leurs terres. L'appel à la souveraineté, lancé dans la poussière des champs de Canaries, résonne encore. À Cumbry, après la contre-offensive des militants, ce n'était pas la force brute qui a gagné, mais l'esprit de la communauté, guidé par une volonté inébranlable de protéger leur identité et leur héritage. Chaque homme, chaque femme, chaque enfant qui a pris part à cette résistance a démontré que leur solidarité est leur plus grande arme. Leurs actions ont montré au monde entier que le Sahel ne se pliera plus aux volontés extérieures. Comme un écho lointain, le Sahel envoie un message clair. Ici, sur cette terre, on ne cède pas, il n'y a pas de retour en arrière. La liberté, la dignité et l'autodétermination ne sont plus des concepts théoriques, mais des réalités vécues comme celles des habitants de Canaries, portés par leur foi en un avenir qu'ils défendront, coûte que coûte. Ce que nous avons vu dans le Sahel n'est pas juste une guerre. C'est une réécriture de l'histoire, un rappel du pouvoir des peuples face aux forces extérieures. Les habitants de Canaries, armés non seulement de fusils, mais d'une détermination inébranlable, ont pris leur destin en main. Aujourd'hui, leur lutte pour la souveraineté n'est pas seulement un acte militaire, mais un acte de foi dans un avenir qu'ils construisent eux-mêmes sans attendre la permission de qui que ce soit. Dans un monde où les récits sont façonnés par ceux qui détiennent le pouvoir, ces communautés ont prouvé qu'elles peuvent réécrire leur propre histoire. Mais cela ne s'arrête pas là. Chaque victoire, chaque combat mené dans l'ombre du Sahel est une invitation à réfléchir. Comment participons-nous à la création de notre avenir? Quelles histoires choisissons-nous de raconter et de soutenir? Si cette histoire vous a marqué, partagez-la, commentez-la et posez-vous la question. Qu'est-ce que la souveraineté signifie pour vous? Parce que, au-delà des frontières et des conflits, c'est une question universelle. L'avenir du Sahel, comme le nôtre, est en train de se réécrire. Ensemble, nous pouvons être témoins de cette transformation.